Bonjour chers étudiants, on est sur la troisième séquence de notre cours de terminologie des sciences économiques et de gestion destiné aux étudiants de deuxième semestre, sciences économiques et de gestion, un ensemble des groupes. On s'est arrêté la séquence précédente au niveau de les déterminants de la demande. Et à ce niveau-là, on a parlé des trois premiers déterminants de la demande, à savoir le nombre des consommateurs, les préférences des consommateurs et le revenu. Le dernier sur lequel on s'est arrêté, c'était le revenu. Et par conséquent, on a parlé de la relation qui existe entre le revenu et la demande. Et on a expliqué que la relation qui existe entre le revenu et la demande est une relation qui est croissante, sauf pour ce qu'on appelle les biens inférieurs, les biens de base. Donc les biens de base, lorsque j'ai un revenu élevé, donc je vous donne un exemple. Si je consomme par exemple le ticket d'aller sur le bus, pour un revenu déterminé, si mon revenu augmente, je vais diminuer la consommation du bus parce que je vais prendre un autre moyen de transport encore qui s'adapte à mon nouveau revenu. C'est la même chose pour tout bien basique et un bien économique dit dans le statut des biens qui sont les biens inférieurs. Donc, les prix des produits indépendants, c'est le quatrième déterminant de la demande, c'est-à-dire que les prix des biens auxquels les produits dépendent de ces produits. Donc la relation entre la demande d'un bien et le prix du bien et du produit lié dépend de la question de savoir si le produit associé est complètement complémentaire ou bien substituable au produit en question. Donc ici, on va évoquer deux notions essentielles. C'est la notion de biens qui sont complémentaires et les biens qui sont substituables. C'est-à-dire que les biens, il y a des biens qui sont indépendants dans la classification des relations des biens. Il y a des biens qui sont indépendants sur lesquels aucun bien n'influence l'autre. Par exemple, acheter des habillements et aller manger dans un restaurant. Ce sont deux biens ou bien deux choses qui sont complètement indépendantes. Et il y a l'un qui complète l'autre. Par exemple, lorsque j'achète un ordinateur, il me faut un logiciel de système d'exploitation. Lorsque, par exemple, il y a des biens qui sont substituables, c'est-à-dire si je prends un moyen de transport, je ne peux pas prendre également un autre moyen de transport, comme l'exemple le plus classique, traditionnel, assez bien substituable, comme le café et le thé. Si je consomme le café, je ne consomme pas le thé. Si je consomme le thé, je ne consomme pas le café. Même si cet exemple-là n'est pas un exemple strictement substituable. Mais bon, le fait qu'il existe des biens qui sont complémentaires et sont utilisés les uns avec les autres pour répondre à un besoin particulier, tel que le thé et le sucre, par exemple. Donc, quand on parle, je viens de dire, des biens complémentaires, comme l'ordinateur et le logiciel, comme le thé et le sucre, par exemple, pour ceux qui ne sont pas diabétiques, entre parenthèses, donc dans un cas général, le fait de consommer le thé, on doit le consommer, bien, on préfère le consommer avec le sucre. On a l'habitude de le faire. Donc c'est un exemple qui est un exemple monté pour vous expliquer la relation qui peut exister entre un produit et un autre produit. Une autre relation, c'est ce qu'on a dit que le bien substituable, c'est-à-dire que si j'offre au consommateur le même degré de satisfaction, on parle de produits de biens substituables, c'est-à-dire si je consomme le bien A, je ne consomme pas le bien B parce qu'ils ont la même satisfaction et le fait d'acheter un autre bien ne va pas entraîner une satisfaction supplémentaire. Donc je préfère l'un ou l'autre comme l'exemple du thé et le café. أثمان السلع المرتبطة. أثمان السلع المرتبطة تؤثر كذلك على العلاقة التي توجد ما بين الطلب وأثمان هذه السلع. وفي هذا الصدد نقول بأن هذه الأثمان السلع المرتبطة تؤثر في السلعة الأساسية، وهذا الارتباط تتوقف فيه العلاقة ما بين الطلب على سلعة ما وما بين أثمان السلع المرتبطة بها على ما إذا كانت هذه العلاقة السلعة مرتبطة مكملة للسلعة المعينة أو بديلة لها.
السلع المكملة هي التي تستخدم مع بعضها البعض وذلك من أجل إشباع حاجة معينة، ومن أمثلتها سلعتي الشاي والسكر، بمعنى أنه سلعة تكمل الأخرى من أجل لا أحصل على الإشباع أو على تلك درجة الإشباع إلا عندما أستهلك السلعتين معا، وبالتالي هنا نتحدث عن سلع مكملة. السلع البديلة هي التي تحقق للمستهلك نفس درجة الإشباع. عندما أستهلك واحدة فهذا يغنيني عن استهلاك الأخرى أو يقوم بتعويض استهلاك الأخرى، وهنا نضع المثال ما بين مثال الشاي والقهوة مثلا. La relation entre le prix du produit complémentaire et la demande du produit concerné est une relation inverse. Donc maintenant, on va se poser la question comment le prix du produit complémentaire influence la demande du produit concerné. C'est-à-dire que le prix du produit complémentaire, il a un impact inverse sur la demande, sur le produit. Donc si par exemple le prix du sucre il va augmenter, je consomme moins de thé parce que pour consommer le thé il me faut acheter du sucre, et le sucre il est devenu plus cher, et par conséquent l'augmentation du prix du sucre a entraîné la diminution de la consommation du thé, parce qu'ils sont deux produits qui sont complémentaires. En d'autres termes, si le prix du produit complémentaire augmente, la quantité du produit concerné, elle diminue, c'est ce qu'on vient d'expliquer avec l'exemple. Si le prix du produit complémentaire diminue, la quantité du produit concerné augmente. C'est l'inverse. Par exemple, si le produit qui est le thé, par exemple, son prix diminue, donc la consommation du sucre, il va augmenter, et par conséquent, les deux biens ils sont complémentaires. Et cela veut dire que plus je consomme de thé, je consomme également de sucre avec. Et par conséquent, c'est cette relation inverse entre le prix du produit complémentaire et le produit concerné, et la demande du produit concerné. العلاقة بين ثمن السلع المكملة وبين الطلب على السلع المعينة تكون علاقة عكسية. هنا إجابة على السؤال الذي يمكن أن نطرحه، بمعنى أنه كيف يؤثر سعر السلعة المكملة على السلعة المعنية. هذا التأثير يكون من خلال علاقة عكسية. منطقيا عندما يكون لدينا ارتفاع في ثمن السلعة المكملة تنخفض الكمية التي يطلبها المستهلك من السلعة المعينة. هنا نرجع إلى المثال الذي قمنا بطرحه فيما سبق، وهو المثال الذي نعتبر فيه بأن الشاي والسكر سلعتين مكملتين. فعندما يرتفع مثلا سعر السكر وهو سلعة مكملة للشاي، فإن الإقبال على السكر ينخفض، وبالتالي بما أنني أحتاج إلى السكر من أجل استهلاك الشاي فإن الاستهلاك الشاي كذلك سوف ينخفض نتيجة ارتفاع في سعر السلعة المكملة. عكس ذلك، عندما ينخفض ثمن السلعة المكملة تزداد الكمية التي يطلبها المستهلك من السلعة المعنية، بمعنى أنه إذا انخفض سعر الشاي مثلا فإن استهلاك السكر سوف يرتفع، لأنني سأقبل أكثر على استهلاك الشاي، وبالتالي فإنني أحتاج إلى استهلاك السكر من أجل استهلاك الشاي كذلك، وهو السلعة المكملة. هذا مع اعتبار أن سعر السلعة المعينة هو ثابت ولا ندخله في هذا الاعتبار. Si le produit associé est un produit substituable, maintenant, qu'est-ce qui se passe si le produit il est substituable? C'est-à-dire l'un des produits remplace l'autre produit. La relation entre le prix du produit substituable et la quantité requise du produit concerné est une relation progressive, en ce sens que la hausse du prix d'un produit substituable, tel que le café, entraîne une augmentation de la demande du thé. Donc, si un produit il est substituable, ça veut dire l'un remplace l'autre. Si l'un il devient plus cher, je vais le laisser et consommer l'autre. Donc voilà, cette relation, c'est une relation. Si le prix augmente, la quantité de biens substituables, il va augmenter également parce que je remplace le bien qui est devenu plus cher avec le produit qui est devenu moins cher. أما إذا كانت السلعة المرتبطة سلعة بديلة، ماذا يحدث؟ عندما يرتفع السلع، أو ما هي العلاقة التي تربط ما بين سعر السلعة البديلة واستهلاك أو طلب على السلعة المعينة؟ فإن العلاقة ما بين ثمن السلعة البديلة وبين الكمية المطلوبة من السلعة المعنية تكون علاقة اضطرادية، بمعنى أن ارتفاع في ثمن سلعة بديلة كسلعة القهوة مثلا يؤدي إلى زيادة الطلب على سلعة الشاي. بمنطق
أوضح نقول بأنه عندما يكون لدينا سلعتين وهذه العلاقة التي تربط بينهما السلعتين بديلتين، فإن العلاقة التي ستربط بينهما هي علاقة اضطرادية، بمعنى أنه عندما يرتفع لدي سعر سلعة معينة فإنني أجنح أو أتوجه إلى استهلاك السلعة البديلة التي تكون نسبيا أرخص من السلعة التي ارتفع ثمنها، وبالتالي ارتفاع ثمن سلعة بديلة يؤدي إلى ارتفاع في الطلب على السلعة المعنية بهذا الخصوص. Ce qui est à retenir à ce niveau-là, et quand vous constatez à chaque point, on essaie un petit peu de prendre les éléments essentiels qu'il faut retenir. Donc ce qui est à retenir, si le produit est complémentaire, l'augmentation de son prix entraîne la baisse de la demande de l'autre produit. Si maintenant le produit il est substituable, l'augmentation de son prix augmente l'augmentation de la demande de l'autre produit. Cinquième déterminant, c'est les anticipations du consommateur. Donc, comment le consommateur, ou bien les consommateurs anticipent la demande et comment ces anticipations, c'est-à-dire les prévisions qui vont se faire par les consommateurs, ils vont influencer la demande. Les anticipations des consommateurs ont une influence sur la demande des produits. Si les individus anticipent l'augmentation du prix d'un produit à l'avenir, sa demande augmentera pour ce produit malgré le prix actuellement élevé par crainte de futures augmentations. Donc là, c'est une dynamique essentielle au niveau de la demande et à laquelle, dans la pratique, il se répond essentiellement. Regardez avec moi, lorsqu'il y a une augmentation de prix, de façon générale, qu'est-ce que doit se passer? Normalement, le prix du produit, lorsque le prix il augmente, la demande sur ce produit-là doit diminuer. Mais qu'est-ce qui va y arriver si j'anticipe, c'est-à-dire je prévois qu'il y aura une nouvelle augmentation? Au lieu que l'augmentation entraîne une diminution de la demande, il va entraîner une augmentation de la demande. Voilà ce qu'on veut dire par le mécanisme des anticipations des consommateurs. توقعات المستهلك تؤثر بشكل مهم في بعض الأحيان في توقعات الأفراد أو في تأثير العلاقة التي تربطها ما بين الطلب. إذا تؤثر توقعات الأفراد في طلبهم على سلعة معينة، فإذا توقع الأفراد أن السلعة ما سوف يزداد ثمنها في المستقبل، فإن طلبهم سوف يزداد على هذه السلعة على الرغم من ارتفاع ثمنها الحالي، وذلك خوفا من حدوث ارتفاعات في المستقبل. بمثال أوضح أو بتوضيح أكبر، فإن هذه التوقعات من الطبيعي عندما يرتفع سعر سلعة معينة فإن الطلب عليها يجب أن ينخفض. لكن ماذا يحدث عندما أتوقع بأن هذا الارتفاع هو فقط بداية لسلسلة من الارتفاعات فيما بعد؟ فإن ذلك سوف يؤثر على الطلب، وبينما كان المتوقع أن يحدث انخفاض في الطلب فإنه يحدث ارتفاع في الطلب. L'exemple qu'on donne de façon générale à ce niveau-là, par exemple, je vais vous donner un exemple proche de la circonstance, on est proche du mois de Ramadan, et à ce niveau-là, certains produits, dans les prix, ils augmentent avec la saison. Donc pourquoi? Parce que généralement, pas parce que l'offre n'est pas suffisante, mais parce que les consommateurs anticipent qu'il y a une augmentation de la demande. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, je vais prendre un produit qui est simple, que vous connaissez tous, produit des tomates. Donc les produits qui est les tomates, à l'approche du Ramadan, les prix augmentent. Normalement, qu'est-ce qui devait se passer? Il faut que les ménages diminuent la consommation des tomates pour revenir à la situation d'équilibre. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens pensent que cette augmentation va entraîner une nouvelle augmentation des prix. Et au lieu de diminuer la demande, ils vont augmenter la demande. Donc ici, les anticipations des consommateurs ont été déterminantes. توقعات المستهلك في مثال الذي قلنا بتوضيحه باللغة الفرنسية، مثلا عندما نتوقع
عندما يحدث نحن مع اقتراب شهر رمضان المعظم نقوم باستهلاك بعض المنتجات الخاصة بثقافتنا ونعطيكم منتوج تعرفونه هو منتوج مثلا الطماطم عندما يرتفع سعرها الطبيعي يجب أن ينخفض الاستهلاك عليها، لكن ماذا يحدث؟ المستهلك يتوقع أن يكون هناك ارتفاع آخر في السعر، وبالتالي فإنه بدلا من أن ينقص أو يخفض من استهلاكه فإنه يرفع من استهلاكه، وبالتالي يكون هناك ارتفاع في الطلب عليها، في حين أنه الحالة الطبيعية أن يكون هناك انخفاض في الطلب وفي الاستهلاك. Les anticipations des consommateurs influencent la demande, c'est le point qui est à retenir. Les exceptions de la loi de la demande. Donc, on a parlé de ces exceptions, de façon brève. Maintenant, on va voir de façon plus concrète les exceptions de la loi de la demande. La loi de la demande, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que plus le prix augmente, plus la demande il va diminuer. Donc, il y a une relation décroissante entre la demande et le prix. Et on a dit que pas seulement le prix qui est déterminant, on a vu un ensemble de déterminants de cette demande. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des cas où lorsque le prix augmente, la demande augmente également? On a, comme je viens de dire, on a parlé brièvement de ça, mais on va les synthétiser de façon plus détaillée. Première situation, elle est appelée effet Giffen. Donc, c'est qui Giffen? C'est un économiste anglais qui a vécu durant le 19e siècle, ayant observé que lorsque le prix du pain augmente, la demande des ouvriers par rapport à ce produit augmente également. Comment cela peut être expliqué? Normalement, dans le cas normal, si c'était le bien était un bien normal, qu'est-ce qui devait se passer? Il devait, lorsqu'il y a une augmentation du prix d'un bien, on doit diminuer la consommation. Mais le constat de cet économiste, c'est que l'augmentation du prix du pain a entraîné une augmentation de sa consommation. C'est-à-dire que son prix a augmenté, les gens ils ont consommé plus. Comment cela peut être expliqué et comment il l'a expliqué? Donc il l'a expliqué par le fait que la part du revenu des ouvriers consacrée au pain est grande. Et la hausse du prix du pain entraîne la baisse de leurs revenus réels. Et pour cette raison, ils sont obligés de réduire leur demande par rapport aux autres produits alimentaires pour augmenter la part du revenu consacré au pain. Donc, comment il y a cette explication? Ça veut dire que s'il s'agit d'un bien qu'on va appeler un bien inférieur, c'est un bien de première nécessité. Je ne peux pas ne pas le consommer. C'est le prix, le produit qui existe sur mon panier qui est le moins cher. Donc, comment je peux l'expliquer autrement, cet exemple, pour illustrer cette remarque de Giffen? C'est-à-dire, supposons un consommateur qui consomme le pain et d'autres produits. Et les autres produits sont plus chers. Donc, au lieu de consommer le pain 3 morceaux par jour, la part du revenu, il est consacré le reste à la consommation des autres produits, les légumes, les fruits, etc., viande, s'il arrive à les acheter. Donc, maintenant, lorsque le prix du pain il a augmenté, la part réservée aux autres produits, elle est devenue faible. Donc, comment il va compenser la baisse de la consommation de la viande, par exemple? Il va la compenser par l'achat du pain. Donc, au lieu de réduire le pain, parce que ça ne sert à rien de réduire le pain, parce que les autres produits sont plus chers, dans ce cas-là, il va remplacer les autres produits par le produit qui est le pain. C'est pour cela qu'on dit que c'est un produit de première nécessité. الحالة الأولى التي نوضحها في حالات استثناءات التي تستثني لنا قانون الطلب، والذي قلنا بأن قانون الطلب بالأساس يعني بأنه في الحالة العادية بأنه عندما يرتفع سعر السلعة المعينة فإن الطلب عليها يجب أن ينخفض. نحن هنا بصدد دراسة حالات الاستثنائية لهذه الوضعية. الحالة الأولى كما وضحناها هي الحالة التي تسمى بتأثير جيفن. من هو جيفن؟ هو اقتصادي إنجليزي عاش في القرن 19 ولديه ملاحظة مهمة أنه عندما يرتفع
ثمن الخبز فإن طلب العمال عليه يرتفع. هذا يوضح الاستثناء من قانون الطلب. إذن الطبيعي ماذا يجب أن يحدث؟ عندما يرتفع سعر الخبز يجب على العامل أن يخفض من استهلاكه للخبز، لكنه يزيد في الإقبال على الخبز. لماذا؟ التفسير الذي وضعه جيفن أنه النسبة التي يقتطعها العمال من دخولهم للإنفاق على الخبز تشكل نسبة كبيرة، وارتفاع الوضعية الهشة لهذه الفئة أي فئة العمال تكون لديهم دخول منخفضة، ونسبة الإنفاق على شراء الخبز تكون نسبة مهمة ومرتفعة. ارتفاع ثمن الخبز يؤدي إلى نقص الدخل الحقيقي، le revenu réel، أي القدرة الشرائية، إضعاف للقدرة الشرائية، ولذلك فإنهم يضطرون إلى نقص طلبهم على اللحوم والسلع الغذائية الأخرى من أجل زيادة نسبة دخولهم التي تخص الإنفاق على سلعة الخبز. إذا بتوضيح أدق وأشمل، فإنه بالنسبة لذوي دخل مثل العمال دخل محدود ومنخفض، بالنسبة لهذا المثال فإن النسبة التي تخصص للمواد الأساسية، وعلى سبيل المثال الخبز مثلا، تكون نسبة مرتفعة، وبالتالي عندما يرتفع ثمن هذه السلعة فبدلا من أن نخفض من استهلاكنا من هذه السلعة التي تبقى السلعة الأرخص، نقوم بخفض استهلاكنا من المنتجات الأخرى ونقوم بتعويضها بسلعة الخبز، فيرتفع طلبنا على الخبز بدل أن ينخفض طلبنا عليه. La deuxième situation, et c'est une situation qui est complètement inverse. Donc, la situation inverse, c'est la situation de l'effet de Veblen. Le même principe, mais à l'inverse. Donc, comment on explique cet effet et qu'est-ce qu'on entend par effet Veblen? C'est un phénomène par lequel la demande d'un produit augmente en même temps que son prix. Ça veut dire, plus le prix augmente, plus j'achète. Mais pas un produit de première nécessité, mais c'est autre chose. Ce phénomène s'explique généralement par un facteur psychologique lié au signe social que constitue l'achat d'un produit au prix élevé par un effet de qualité perçu. Donc ici, il s'agit d'un bien supérieur, et ce n'est pas un bien inférieur. C'est-à-dire, l'effet Giffen, comme on l'a vu dans la première situation, il est lié au bien inférieur, alors que l'effet Veblen, il est lié aux biens qui sont les biens supérieurs. Pourquoi? Comment il s'explique? Il s'explique parce que on lie la qualité au prix. Plus le prix il est supérieur, ou pour le signe social, ou bien pour se distinguer, j'achète un produit dont le prix il est élevé pour se démarquer, et plus le produit augmente, plus le prix augmente, la demande augmente sur ce produit. الحالة الثانية وهي الحالة التي نسميها بتأثير فيبلن. وتأثير فيبلن هو ظاهرة يزداد فيها الطلب على المنتوج مع سعره. عندما يرتفع السعر يرتفع الإقبال على المنتوج. هنا لا نتحدث عن المنتجات الأساسية، بل نتحدث على نقيضها تماما، وهي المنتوجات العليا، المنتوجات التي ذات الأثمنة الغالية والأسعار الغالية. عادة ما يتم تفسير هذه الظاهرة بعامل سيكولوجي مرتبط بالعلامة الاجتماعية الذي يمثله شراء منتوج بسعر مرتفع أو تأثير الجودة الملاحظة. هنا يمكن أن نفسر لماذا الناس يقبلون على منتوج ثمنه وسعره مرتفع من أجل العلامة أو من أجل التميز الاجتماعي أو من خلال تأثير الجودة الملاحظة. وهنا نربط الجودة الملاحظة بماذا؟ نربطها بارتفاع السعر وارتفاع الثمن. Troisième situation. La troisième situation, elle est liée aux anticipations des consommateurs qu'on a expliquées au niveau de déterminant de la demande, qui fait des exceptions à la loi de la demande, c'est-à-dire j'anticipe l'augmentation du prix et par conséquent, j'augmente la demande et au lieu de la diminuer. Et l'inverse, il y a une diminution du prix, j'anticipe une nouvelle diminution, au lieu d'augmenter la demande, je diminue la demande et dans ce cas-là, il y a exception. Donc, par exemple, les spéculations sur les marchés financiers et
le marché d'échange. Donc il y a des spéculations, des spéculateurs donc, qui influencent les cours, les spéculations en arabe, il y a le mudarabat. Donc c'est cette tendance à ce que d'anticiper les augmentations et au lieu de réduire, donc j'achète plus et j'anticipe la diminution au lieu d'acheter, je n'en achète pas. الحالة الثالثة وهي الحالة التي وضحناها من خلال محددات الطلب وهي ترتبط أساسا بتوقعات المستهلك التي تمثل استثناء لقانون الطلب وهنا مثال ذلك المضاربات التي تحدث في الأسواق المالية وسوق الصرف. Donc les points à retenir, les exceptions de la loi de la demande, il y a l'effet Giffen pour les biens inférieurs, l'effet Veblen pour les biens supérieurs et également les anticipations des consommateurs. À ce niveau-là, on se termine notre troisième séquence et à la séquence prochaine. إلى هنا تنتهي هذه الحصة الثالثة من وحدات مصطلحات العلوم الاقتصادية وعلوم التدبير وشكرا على انتباهكم.